Le père de ma femme m'a demandé de la pardonner et de payer pour le bébé qu'elle a eu avec un autre homme, tandis qu'elle me blâmait pour sa tromperie. Ma femme et moi avons été ensemble pendant 4 solides années, mariés tout ce temps. Honnêtement, je pensais que nous avions une bonne relation. Nous avions des projets, toute une vie planifiée, et je pensais vraiment en général que nous étions sur la même longueur d'onde. Maintenant voici le problème, nous voulions tous les deux des enfants, ou du moins c'est ce que je pensais. Juste après notre mariage, nous avons commencé à en parler sérieusement. Elle disait toujours qu'elle voulait 2 ou 3 enfants. Elle parlait sans cesse des prénoms que nous leur donnerions, de la façon dont elle décorerait la chambre du bébé, tout ça. Elle passait même des heures en ligne à regarder des vêtements et des articles pour bébé, planifiant cette vie avec nos futurs enfants. C'était comme quelque chose dont nous parlions toujours, quelque chose qui nous maintenait proches. Donc nous étions excités, prêts à commencer ce nouveau chapitre ensemble, et tout semblait parfait. Mais ensuite nous avons reçu une mauvaise nouvelle qui m'a coupé le souffle. Après quelques mois à essayer d'avoir des enfants, nous sommes allés chez le médecin pour voir ce qui se passait. Pour faire court, le problème venait de moi. Mon taux de spermatozoïdes était trop bas, et le médecin nous a essentiellement dit que les chances d'avoir des enfants naturellement étaient minimes. C'était comme un coup de poing dans le ventre. Je me sentais inutile. Tous ces projets que nous avions se sont évanouis en un instant. La nouvelle m'a vraiment frappé durement. Je me suis retrouvé dans une très mauvaise passe pendant un moment. La thérapie a fini par aider, mais au début j'étais anéanti. Elle semblait être assez compréhensive au début, disant que cela n'avait pas d'importance et qu'elle serait heureuse avec juste nous deux. Mais même dès le début, il y avait quelque chose d'étrange dans sa façon de le dire. C'était comme si elle avait laissé tomber trop vite. Une minute elle parlait d'avoir une famille, et la minute suivante elle disait qu'elle n'avait pas besoin d'enfants pour être heureuse. Ne vous méprenez pas, je comprends que les gens changent d'avis. Mais toute son attitude m'était étrange. Elle est passée de rêver à des prénoms de bébés à éviter complètement de parler d'enfants. Et non seulement cela, mais elle a aussi commencé à me voir différemment. Soudainement, elle faisait de petites remarques, des choses qu'elle n'avait jamais dites auparavant, sur le fait que je ne prenais pas soin de moi, que je devrais peut-être me mettre en forme ou être plus productif à la maison. Et oui, j'avais peut-être pris quelques kilos, mais c'était comme si elle cherchait quelque chose à me reprocher. Quand je l'ai confrontée, lui demandant ce qui se passait avec ce changement soudain d'attitude, elle l'a rejeté. Elle m'a dit que j'imaginais des choses, que j'étais trop sensible. Mais je savais que quelque chose se passait. La femme que j'avais épousée, celle qui s'asseyait avec moi pendant des heures à parler de notre avenir, était différente. Elle n'était pas exactement méchante. Mais il y avait comme une froideur, comme si elle avait déjà mentalement décroché et se contentait de suivre le mouvement. Avec le temps, j'ai commencé à la croire quand elle disait que tout allait bien. J'ai arrêté d'insister parce que je ne voulais pas paraître peu sûr de moi ou dépendant. Quelques années ont passé et nous vivions simplement au jour le jour. Nous étions tombés dans une routine où nous parlions à peine de choses significatives, comme si nous étions des colocataires plutôt que mari et femme. J'ai essayé de suggérer d'autres options, l'adoption, la gestation pour autrui, mais à chaque fois elle rejetait l'idée, disant qu'elle ne voulait pas y penser. Elle disait qu'elle était heureuse tant que nous étions ensemble. Mais je ne l'ai jamais vraiment cru. J'avais l'impression qu'elle essayait de se convaincre elle-même plus que moi. Puis, soudainement, elle me dit qu'elle veut partir en voyage avec ses amis. Ce n'était pas inhabituel pour elle de partir en voyage avec ses amis. Elle l'avait fait plusieurs fois auparavant, et je l'avais toujours soutenue. Nous vivions en Grande-Bretagne, et elle parlait de son désir d'aller en Amérique avec ses amis pour un certain temps. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois parce que nous avions construit cette confiance au fil des ans. Alors je l'ai même aidée à faire ses valises, m'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin, et je l'ai déposée à l'aéroport. Je me souviens que la dernière chose qu'elle m'a dite avant de partir fut merci d'être si compréhensif. J'ai trouvé un peu étrange qu'elle dise cela. Ce n'est pas comme si j'avais fait quelque chose de spécial, mais elle semblait si sincère, alors j'ai laissé tomber, pensant qu'elle était juste reconnaissante. Ce soir-là, je suis resté éveillé pour l'appeler quand elle atterrirait, juste pour m'assurer que tout allait bien. Son vol devait durer environ 9 heures, alors je me suis occupé à la maison, regardant la télévision, vérifiant l'heure, et attendant son message disant qu'elle avait atterri. Quand j'ai vu que son vol avait atterri, je l'ai appelée pour savoir comment elle allait. Le téléphone a sonné et sonné, mais elle n'a pas répondu. J'ai pensé qu'elle était fatiguée. Peut-être qu'elle était allée directement à son hôtel et s'était endormie. Donc je n'y ai pas beaucoup pensé.
Mais ensuite le matin est arrivé, et je n'avais toujours pas eu de ses nouvelles. J'ai commencé à sentir une inquiétude dans mon estomac. J'ai essayé de l'appeler à nouveau, puis je lui ai envoyé quelques messages, pensant qu'elle était peut-être occupée ou que son téléphone était en mode silencieux. Mais après plusieurs heures sans nouvelles, j'ai commencé à paniquer. J'ai fini par appeler sa sœur pour voir si elle avait peut-être eu de ses nouvelles. Rien. À ce moment-là, j'étais vraiment terrifié. J'ai même appelé ses amies, celles qui étaient censées être avec elle pendant le voyage, pensant que quelque chose était peut-être arrivé à son téléphone, ou qu'elle n'avait peut-être pas eu l'occasion de prendre contact. Mais quand je les ai appelées, elles étaient aussi confuses parce qu'elles n'étaient pas en voyage avec elle. Elles étaient assises à 2 pâtés de maison de chez moi, en train de prendre un café. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Elle n'était pas en voyage avec des amis. Elle n'était avec personne. Elle n'était allée nulle part avec personne. Elle était simplement partie. Je suis resté là, tenant le téléphone, et j'ai eu l'impression que mon estomac tombait par terre. Je ne pouvais pas comprendre. Pourquoi me mentirait-elle comme ça? Pourquoi partirait-elle sans rien me dire? J'ai essayé de me convaincre que c'était une sorte d'erreur, comme si elle avait peut-être manqué une correspondance, ou qu'il y avait eu une urgence et qu'elle ne pouvait pas appeler. Mais au fond de moi, je savais qu'elle avait tout planifié. L'histoire du voyage avec les amis, le merci d'être si compréhensif, tout cela faisait partie de ce qu'elle avait manigancé dans sa tête. Je ne savais pas quoi faire. J'avais l'impression de vivre un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Ce n'était pas la femme que j'avais épousée. C'était quelqu'un que je ne reconnaissais même pas. Toutes les pièces ont commencé à s'emboîter, la froideur, la façon dont elle avait cessé de parler de notre avenir, ses petites piques sur mon apparence et ma santé. Elle s'était éloignée depuis longtemps, et je ne l'avais tout simplement pas vue. Ou peut-être que je ne voulais pas le voir. Ce soir-là, je suis resté là à fixer mon téléphone, attendant un message, un appel, n'importe quoi. Mais rien n'est venu, et au fond de moi je savais que rien ne viendrait. En me réveillant le lendemain, je me souviens être resté allongé à fixer le plafond, espérant que ce n'était peut-être qu'un rêve étrange. Mais son côté du lit était vide, et la réalité m'a frappé durement. Elle était vraiment partie. Elle avait fait ses valises et disparu. Toutes ces choses que je m'étais dites la veille, qu'elle s'était peut-être perdue ou que son téléphone était mort, n'avaient plus de sens. Il était évident qu'elle l'avait planifié et voulait partir. Les premiers jours, j'étais dans un déni total. Je continuais d'appeler son téléphone, espérant entendre sa voix à l'autre bout, peut-être obtenir une explication. J'ai même laissé des messages. Je ne savais pas quoi dire la moitié du temps, mais je continuais à en laisser, espérant que quelque chose l'atteindrait. Mais tout ce que j'ai eu, c'est le silence, ce qui d'une certaine manière a rendu les choses encore pires. C'était comme si on m'avait laissé me débrouiller seul, sans aucune idée de ce qui n'allait pas, comme si j'avais toujours été un étranger pour elle. Au début, sa famille était aussi surprise que moi. Sa mère ne savait rien de ses plans, et il n'avait pas eu de ses nouvelles non plus. J'ai fini par y aller plus de fois que je ne pouvais compter, parlant à sa mère, cherchant des réponses. Je pense qu'il se sentait mal pour moi. Sa mère me laissait y rester certaines nuits, me préparait même des repas quand je ne pouvais pas supporter de cuisiner. Elle s'asseyait là à m'écouter parler de toutes ces petites choses qui n'avaient pas de sens, essayant de reconstituer comment ma vie avait explosé sans avertissement. Et pour être honnête, parfois je restais juste assis en silence, trop hébété pour dire quoi que ce soit. Je suis passé d'un extrême à l'autre, la colère, la tristesse, la culpabilité. Je n'arrêtais pas de me demander ce que j'avais fait de mal, si j'avais manqué un signe, si je n'avais pas fait assez attention. Il y avait des jours où je rejouais chaque conversation que nous avions eue, chaque dispute, essayant de comprendre ce qui l'avait poussé à partir. Je n'arrêtais pas d'y repenser, comment j'aurais pu sauver notre mariage, ce que j'aurais pu faire différemment. Je sais que cela semble dramatique, mais j'étais obsédé par l'idée de découvrir, comme si trouver une réponse pouvait tout arranger. Je mangeais à peine, je dormais à peine, et mon travail a commencé à en souffrir aussi. Les gens l'ont remarqué. Ils me demandaient si j'allais bien, et je haussais simplement les épaules en disant que je gérais des affaires personnelles. C'était embarrassant d'admettre ce qui s'était passé, de dire à voix haute que ma femme m'avait quitté sans un mot. Finalement, je l'ai dit à quelques amis proches, et ils ont fait de leur mieux pour me distraire, me sortant, essayant de m'aider à passer à autre chose. Mais même quand j'étais avec eux, je continuais à penser à elle, me demandant où elle était et pourquoi je n'étais pas suffisant pour qu'elle reste.
L'une des pires choses était les questions constantes de personnes qui ne savaient pas, voisins, famille, amis, même d'anciens collègues qui savaient que j'étais marié et demandaient comment allait le mariage et comment allait ma femme. Chaque fois, c'était comme arracher une nouvelle croûte. Je n'avais pas le courage de leur dire qu'elle était partie, alors je souriais simplement et disais que tout allait bien. Mais ce mensonge pesait plus lourd chaque fois que je le disais. La thérapie a fini par être la seule chose qui m'a aidé. Je n'y étais jamais allé auparavant, mais après quelques mois à fonctionner à peine, je savais que je ne pouvais plus gérer cela seul. Alors j'ai trouvé un thérapeute et j'ai commencé à y aller chaque semaine. Parler à quelqu'un de neutre, quelqu'un qui ne la connaissait pas, ni moi, ni notre histoire, a aidé. J'ai exprimé ma colère, la trahison, le vide qu'elle a laissé dans ma vie. J'ai parlé des nuits blanches, comment je restais éveillé à tout rejouer encore et encore. Le thérapeute m'a aidé à voir qu'il n'y avait pas de moment magique qui aurait pu la retenir ici. Elle a pris la décision de partir, et c'était sa responsabilité, pas la mienne. C'était difficile à accepter. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, que d'une manière ou d'une autre je l'avais fait fuir. Mais petit à petit, j'ai commencé à voir les choses différemment. Elle avait été froide et distante pendant longtemps, et je l'avais ignorée, espérant que les choses s'amélioreraient d'elles-mêmes. Je m'étais convaincu que je pouvais tout maintenir ensemble, que mon seul effort suffisait à maintenir notre mariage en vie. C'était douloureux d'accepter que ce n'était pas le cas. Avec le temps, j'ai commencé à faire de petits pas pour reconstruire ma vie. J'avais perdu beaucoup de moi-même dans notre mariage, et je ne l'ai réalisé que lorsqu'elle est partie. J'avais toujours été le gars qui faisait des efforts, qui s'assurait qu'elle était heureuse, que notre vie à la maison était confortable. Mais maintenant j'avais tout ce temps libre et je ne savais pas quoi en faire. Alors j'ai commencé à reprendre d'anciens passe-temps, des choses que j'avais oubliées. Je suis allé à la salle de sport, j'ai commencé à lire des livres que j'avais laissés en attente, j'ai même essayé de cuisiner de nouvelles recettes. Le travail a commencé à s'améliorer aussi. Au début, je faisais juste les choses machinalement, arrivant à peine à suivre ma charge de travail. Mais à mesure que je commençais à me sentir davantage moi-même, j'ai mis plus d'efforts dans mon travail. C'était l'une des rares choses qui me faisait me sentir accompli, comme si j'avais encore le contrôle sur quelque chose dans ma vie. J'avais toujours été bon dans ce que je faisais, mais maintenant je donnais tout. Les heures supplémentaires, la concentration, cela a payé sous la forme d'une promotion que je n'aurais jamais eue si j'étais resté à m'apitoyer sur mon sort. Pourtant, il y avait des jours qui faisaient mal. De temps en temps, je tombais sur quelque chose qui me rappelait elle, une photo, un vieux ticket de cinéma, de petites choses qui ramenaient des souvenirs que j'essayais d'oublier. Je les regardais et me demandais ce qu'elle faisait, si elle pensait parfois à moi, si elle regrettait jamais ce qu'elle avait fait. Mais ces moments ont commencé à s'estomper petit à petit. Chaque fois, je pouvais ranger ces souvenirs plus rapidement, passer à autre chose un peu plus facilement. J'ai aussi renoué avec des amis que je n'avais pas beaucoup vus depuis mon mariage. Nous avons commencé à faire des choses ensemble, aller au terrain de golf, faire de la randonnée, des choses que je n'avais pas faites depuis des années. Ça faisait du bien d'avoir des gens de mon côté, des gens qui ne faisaient pas partie du chaos, qui pouvaient m'aider à avancer sans me ramener dans la douleur. Avec le recul, j'ai réalisé que j'avais mis trop de moi-même dans cette relation, dans le fait d'être son mari. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression qu'elle emportait une partie de moi, comme si j'avais perdu une grande partie de qui j'étais. Mais petit à petit, je retrouvais mon chemin. Ce n'était pas facile, et ce n'était pas rapide, mais je le faisais. À la fin de cette année-là, je pouvais enfin me regarder dans le miroir et voir quelqu'un qui n'était pas défini par ce qu'elle avait fait. J'étais plus que le gars dont la femme l'avait quitté. J'avais survécu. Je m'étais reconstruit. Et j'en étais sorti plus fort. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir vraiment vivre ma vie sans son ombre planant sur moi. Et honnêtement, j'en étais fier. Je pensais avoir tout laissé derrière moi. La vie a enfin recommencé à sembler normale, ou du moins aussi proche de la normale qu'elle pouvait l'être après tout ce gâchis. J'avais ma routine, mes amis m'occupaient, et le travail allait très bien. J'avais même arrêté de penser à elle tous les jours. Je veux dire, j'avais encore mes moments où un souvenir aléatoire surgissait, mais ce n'était pas comme avant, quand chaque seconde de ma vie était en quelque sorte connectée à elle. Alors quand quelqu'un a frappé à ma porte un samedi matin, elle était la dernière personne que je m'attendais à y voir. Mais elle était là, juste sur le pas de ma porte, tenant un bébé. Je me suis figé. Mon cerveau a juste cessé de fonctionner pendant une seconde,
parce que c'était comme voir un fantôme. Elle avait pratiquement la même apparence, peut-être un peu plus usée, mais c'était toujours elle. Elle m'a regardé comme si elle pensait vraiment que je serais heureux de la voir. Et oui, ça m'a frappé fort, parce que je pensais que je ne m'en souciais plus. Il s'est avéré que la revoir a remué beaucoup d'émotions que je pensais avoir enterrées. Au début, je n'ai rien dit. Je suis juste resté là à la fixer. Elle a souri comme si de rien n'était et puis, sans aucune honte, a demandé si elle pouvait entrer. L'audace. Après tout ce qu'elle a fait, elle se pointe ici comme si j'allais l'accueillir à bras ouverts. Mais je suis resté calme et lui ai dit non, de rester là et d'expliquer. Je ne voulais pas qu'elle entre dans ma maison, ramenant tout ce chaos dans l'endroit que j'avais reconstruit, le seul espace que j'avais fait mien. Elle a eu l'air un peu surprise, mais est restée où elle était et a commencé à raconter son histoire. Elle a commencé en disant qu'elle savait que cela pouvait être un choc, mais qu'elle voulait revenir et tout expliquer. Elle avait même un regard plein d'espoir, comme si elle croyait vraiment que je serais disposé à l'écouter. J'hésitais entre lui rire au nez ou simplement claquer la porte immédiatement. Mais j'étais trop curieux. Je voulais savoir quelle était son excuse, ce qu'elle avait inventé pour justifier la façon dont elle avait disparu. Elle a continué en disant qu'elle avait fait une erreur en partant, qu'elle avait réalisé qu'elle avait perdu la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Ses mots, pas les miens. Elle a dit qu'elle avait passé beaucoup de temps à réfléchir, et qu'après avoir eu ce bébé, elle avait enfin compris ce qui comptait vraiment dans la vie. Apparemment, ce qui comptait vraiment était de se présenter à l'improviste à ma porte après avoir disparu pendant des années. Et c'est alors qu'elle a regardé le bébé et a dit que c'était notre deuxième chance. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Notre deuxième chance, comme si cet enfant était une sorte de bouton de réinitialisation magique et que nous allions simplement reprendre là où nous nous étions arrêtés. J'ai essayé de garder une expression neutre, mais à l'intérieur j'étais absolument furieux. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait que nous soyons à nouveau une famille, qu'elle avait fait une terrible erreur, mais que maintenant nous pouvions recommencer, juste nous trois. Je lui ai enfin demandé pourquoi elle était partie. J'ai essayé de garder ma voix aussi calme que possible, mais je n'étais pas sûr combien de temps encore je pourrais tenir. J'ai passé des années à essayer de comprendre, me torturant avec toutes les possibilités, et maintenant qu'elle était là, j'avais besoin de l'entendre de sa bouche. Elle a hésité, regardant le sol comme si elle avait honte, mais m'a finalement dit la vérité, ou ce que je suppose être la vérité. Elle a admis qu'elle était partie parce qu'elle voulait un enfant, et comme je ne pouvais pas lui en donner un, elle a trouvé quelqu'un qui le pouvait. Elle l'a dit comme si ce n'était rien, comme si elle n'avait pas brisé ma vie, comme si j'allais juste être d'accord avec ça et l'accepter. Elle a expliqué que le gars avec qui elle était partie n'était pas resté, mais qu'entre-temps elle avait déjà eu le bébé et réalisé qu'elle voulait que je revienne. Juste comme ça. Il m'a fallu une minute pour assimiler ce qu'elle disait. La voilà, admettant qu'elle m'a abandonné, s'est enfuie avec un autre homme, a eu son enfant, et s'attend maintenant à ce que je sois d'accord avec ça, comme si j'allais juste pardonner et oublier. J'ai donc dit qu'elle était partie, avait trouvé quelqu'un d'autre, avait eu son bébé, et qu'elle pensait maintenant pouvoir revenir et faire comme si de rien n'était. Elle s'est mise à pleurer, disant qu'elle était désolée, qu'elle avait fait une grosse erreur. Mais cela ne m'a pas ému le moins du monde. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle réalisait que j'étais celui qu'elle aimait vraiment, et que nous étions faits pour être ensemble. Honnêtement, j'avais du mal à garder mon sérieux. Je ne pouvais pas croire à quel point cela semblait délirant. Ce n'était pas de l'amour, c'était du désespoir, et je pouvais le voir sur son visage. Ensuite, elle a essayé de me culpabiliser, disant que ça n'avait pas été facile d'être mère célibataire, à quel point ça avait été dur pour elle. Elle a en fait essayé de jouer la victime dans tout cela, comme si ses choix ne l'avaient pas menée exactement là où elle était maintenant. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de mon soutien, qu'elle était prête à faire en sorte que les choses fonctionnent cette fois. Pendant tout ce temps, je me demandais juste pour qui elle se prenait. Je suis resté là à tout encaisser, mais à ce moment-là, je ne voulais plus en entendre davantage. Je lui ai dit franchement qu'elle avait pris sa décision il y a longtemps et qu'elle devait maintenant vivre avec, qu'il n'y avait pas de seconde chance ici. Elle était abasourdie, comme si cela ne lui était jamais venu à l'esprit que je dirais non, comme si elle pensait vraiment qu'elle pouvait revenir dans ma vie comme si de rien n'était parce que cela lui convenait. Et juste au moment où je pensais qu'elle comprendrait enfin et partirait, elle s'est mise en colère. Son ton a changé et elle a commencé à me crier dessus, disant que j'étais égoïste, que je lui devais une chance de réparer les choses. Elle a dit que si elle avait voulu, elle aurait pu divorcer de moi à l'époque et prendre la moitié de tout. Elle a même eu l'audace de mentionner la maison,
disant qu'elle devrait toujours être à elle. C'était comme si sa vraie nature se révélait juste devant moi, et j'ai ressenti une vague de soulagement. Je la voyais enfin pour qui elle était vraiment. Je n'ai pas discuté avec elle, je n'ai pas élevé la voix. Je l'ai juste regardée et lui ai dit que c'était fini, qu'elle voulait une autre vie et qu'elle l'avait maintenant, que ce n'était plus ma responsabilité. Sur ce, je lui ai claqué la porte au nez, coupant court à tous les derniers mots qu'elle aurait pu dire. Je l'ai entendu crier de l'autre côté de la porte, mais j'ai senti un calme étrange m'envahir. Elle pouvait frapper, crier, pleurer tout ce qu'elle voulait, mais je savais que je ne la laisserais plus jamais entrer. La femme que j'aimais, la femme que j'avais épousée, avait disparu. Et à sa place se trouvait cette étrangère qui pensait pouvoir recoller les morceaux quand cela lui convenait. Je me suis éloigné de la porte et me suis assis, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Après lui avoir claqué la porte au nez, j'ai pensé que c'était fini. J'ai pensé qu'elle comprendrait le message et partirait. Mais non. Au lieu de cela, elle a commencé à frapper à la porte, criant toutes sortes de choses. Je ne pouvais pas croire son audace. J'étais là, dans le seul endroit qui était à moi, le seul endroit que j'avais réussi à reconstruire après le gâchis qu'elle m'avait laissé, et elle avait le culot de se tenir là à exiger que je l'écoute. Au début, j'ai pensé à l'ignorer, la laisser crier jusqu'à ce qu'elle se fatigue, mais ensuite je suis devenu curieux. Je voulais savoir quelle excuse elle avait inventée cette fois. Alors j'ai entrouvert la porte, juste assez pour lui montrer que j'écoutais, mais sans la laisser entrer. On aurait dit que je l'avais giflée, probablement surprise que je ne lui ai pas donné la réaction à laquelle elle s'attendait. Elle a commencé un monologue sur le fait qu'elle était prête à me pardonner de lui avoir claqué la porte au nez et qu'elle était prête à recommencer, comme si nous avions une dispute normale, et non comme si nous parlions de son abandon. Elle n'arrêtait pas de dire que nous pourrions arranger les choses si nous y mettions tous les deux des efforts. À ce moment-là, je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ri. J'ai réellement ri parce que l'audace de cette femme dépassait tout ce que j'avais jamais vu. Elle a eu l'air furieuse quand je l'ai fait, comme si elle s'attendait à ce que je me sente mal de ne pas la prendre au sérieux. J'ai dit tu es parti, tu as eu ta chance, et tu l'as gâchée. Je ne vais pas prétendre que rien de tout cela ne s'est passé juste parce que tu le veux. Son visage est devenu rouge, et elle a commencé à dire des choses comme tu ne comprends pas à quel point c'était dur pour moi. Elle a parlé de comment elle s'était sentie si perdue après son départ, et comment elle avait réalisé trop tard qu'elle avait fait une erreur. Mais je ne l'ai pas cru. Je lui ai dit que partir était une décision qu'elle avait prise, elle l'avait planifiée, avait menti à ce sujet, puis l'avait exécutée. Ses regrets ne signifiaient rien maintenant. Et c'est là qu'elle a craqué. Son ton a complètement changé. Elle a abandonné son air triste et repentant et a commencé à me hurler dessus, disant que j'étais injuste, que je n'avais pas la décence de lui donner une seconde chance. Elle a en fait eu le culot de dire que si elle avait voulu, elle aurait pu me laisser sans rien. À ce moment-là, elle aurait pu prendre la moitié de tout ce que je possédais. Je suis resté là, abasourdi. Cette femme qui m'avait quitté sans un mot pensait maintenant avoir droit à une sorte de récompense pour ne pas avoir essayé de me ruiner financièrement, comme si elle méritait une reconnaissance pour ne pas avoir été aussi terrible qu'elle aurait pu l'être. J'ai dit alors je suis censé être reconnaissant ? Reconnaissant que tu m'aies seulement quitté et que tu n'aies pas pris mes affaires ? Elle m'a regardé, son visage un mélange de colère et d'autres choses, peut-être du désespoir, peut-être de la culpabilité. Mais honnêtement, à ce moment-là, je ne m'en souciais plus. J'en avais fini. Après toutes ces années à me sentir coupable, à me remettre en question, à essayer de me faire sentir que c'était moi qui perdais en ne la reprenant pas, c'était bizarre. Elle était là, celle qui avait tout détruit ce que nous avions, agissant comme si je devais la supplier de rester. Quand elle a vu que je ne céderais pas, elle est devenue encore plus bruyante, disant que je l'avais forcée à partir en premier lieu. Elle a affirmé que si j'avais été plus compréhensif au sujet de la question de l'enfant, rien de tout cela ne serait arrivé. Selon sa logique, mon incapacité à lui donner un enfant signifiait que j'avais échoué en tant que mari, ce qui justifiait en quelque sorte qu'elle parte en avoir un avec quelqu'un d'autre. La gymnastique mentale était impressionnante. Honnêtement, je ne pouvais pas croire qu'elle essayait de me blâmer pour ses décisions. Je lui ai dit clairement si tu voulais un enfant si désespérément, tu aurais pu me dire la vérité. Tu n'avais pas à me mentir et à prétendre que tout allait bien pendant que tu planifiais ta sortie. Elle n'a rien eu à dire à cela, elle m'a juste regardé comme si je l'avais giflé. Mais je ne l'ai pas laissé parler. J'ai continué tu as pris cette décision seule, et maintenant tu dois vivre avec. Ce n'est pas mon problème.
Elle a essayé une dernière tactique, reprenant son air triste et me demandant de penser à l'enfant, que j'étais injuste en lui tournant le dos. Elle avait l'enfant dans ses bras, et elle a vraiment essayé de l'utiliser pour me faire sentir coupable, comme si j'étais le méchant ici. Mais je ne suis pas tombé dans le piège. J'ai dit je ne connais pas cet enfant. Je n'ai rien à voir avec lui. Il n'est pas à moi, et toi non plus. Et ce fut tout. Je pouvais voir la réalisation la frapper enfin. Elle savait que je n'allais pas changer d'avis, qu'il n'y avait aucun moyen que je la laisse revenir dans ma vie. J'ai regardé la colère s'estomper, remplacée par autre chose, peut-être un regret sincère, peut-être juste de la frustration. Mais je ne m'en souciais plus. Elle n'était plus qu'une étrangère maintenant, une étrangère qui avait essayé de m'écraser et s'attendait à ce que je sourie et la remercie pour cela. Elle est restée là quelques secondes de plus, comme si elle attendait que je change d'avis, que je la rappelle. Mais je n'ai pas dit un mot de plus. Je suis juste resté là à la regarder alors qu'elle comprenait enfin que je pensais vraiment chaque mot. Puis, sans la regarder à nouveau, j'ai fermé la porte. Et cette fois, je n'ai pas attendu qu'elle frappe à nouveau. Je savais au fond de moi que j'avais pris ma décision et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je me suis éloigné de la porte en me sentant, je ne sais pas, comme si j'avais enfin gagné. Elle a passé si longtemps à penser qu'elle pouvait revenir et manipuler à nouveau ma vie, mais c'était fini. J'étais libre. Il n'y aurait pas de seconde chance, ni pour elle, ni pour nous. Elle n'était plus qu'un souvenir maintenant, un souvenir que j'avais enfin laissé dans le passé où il appartenait. Après toutes ces années de culpabilité et de douleur, je sentais enfin que je pouvais respirer à nouveau. Et vous savez quoi? Au moment où j'ai fermé cette porte derrière elle, un calme étrange m'a envahi. Je n'étais plus en colère, triste, ni même surpris. C'était comme si toute l'énergie que j'avais dépensée pour elle pendant des années, tous les regrets, la culpabilité, le doute éternel, avaient complètement disparu. J'avais enfin obtenu la clôture dont je ne savais pas avoir besoin, et j'étais prêt à passer à autre chose. C'était vraiment fini cette fois. Mais bien sûr, les choses ne se sont pas terminées aussi proprement que je l'espérais. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message texte de sa mère. Elle s'excusait, disant qu'elle avait honte de la façon dont sa fille avait géré tout cela et qu'elle avait essayé de la raisonner, mais que cela n'avait manifestement pas fonctionné. Sa mère était une bonne personne, elle m'avait beaucoup aidé après le départ de sa fille, et je pouvais dire qu'elle était sincèrement contrariée par tout cela. Je n'avais aucun ressentiment envers elle, mais je n'étais pas intéressé à m'impliquer à nouveau dans ce gâchis. J'ai simplement répondu par un merci de prendre des nouvelles et j'en suis resté là. Je n'allais pas lui donner plus de détails, et je n'allais pas perdre mon temps à expliquer ma décision. Elle comprenait suffisamment pour savoir que c'était fini. La semaine suivante, j'ai découvert des détails par des amis communs et les médias sociaux. Apparemment, elle avait réemménagé chez ses parents, et ça ne se passait pas bien. Le gars pour qui elle m'avait quitté, le père de l'enfant, n'était pas du tout impliqué. Il avait complètement disparu. Je suppose qu'il n'était pas prêt pour un engagement à long terme, et maintenant elle était coincée à essayer de s'en sortir seule. Elle avait brûlé presque tous les ponts, donc il n'y avait pas beaucoup de gens prêts à l'aider. Ses anciens amis, ceux qui étaient de mon côté quand elle a disparu, n'éprouvaient aucune sympathie pour elle. Tout le monde avait tourné la page et ne voulait pas s'impliquer à nouveau dans son drame. Je ne les blâmais pas. Ses parents n'étaient pas exactement ravis non plus. Ils n'étaient pas dans une bonne situation financière pour soutenir leur fille et un bébé. Je le savais parce que peu de temps après le message de sa mère, j'ai reçu un appel de son père. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Il était poli mais direct. Il m'a dit qu'ils avaient du mal à joindre les deux bouts et a suggéré que je pourrais peut-être aider un peu. Il a dit qu'il savait que j'avais aimé leur fille, et il n'arrêtait pas de parler du bébé et de la difficulté des choses pour eux. J'ai écouté poliment, mais quand il a commencé à insister sur le fait que sa fille avait juste besoin d'un peu de soutien pour se remettre sur pied, je n'ai pas pu m'empêcher de rire un peu, pas à voix haute, mais ils ont compris le message. Je lui ai dit aussi gentiment que possible que les décisions de sa fille lui appartenaient et que je n'étais ni en position ni d'humeur à aider. Je pense qu'il a compris le message, car il n'a pas insisté davantage. Puis certains de ses amis ont commencé à me contacter, des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Certains ont essayé de faire appel à la culpabilité, disant qu'elle traversait une période difficile et que je pourrais peut-être trouver dans mon cœur de lui donner une autre chance. Une de ses amies a même eu le culot de suggérer que l'enfant avait besoin d'une figure paternelle et que je ne devais pas laisser mon amertume m'empêcher de l'aider. Mais je suis resté ferme.
Je n'allais laisser personne me faire sentir mal d'avoir enfin choisi de penser à moi après des années à me sentir comme si je ne serais jamais assez. J'ai tout donné à cette femme, et elle a tout jeté. Le moins qu'elle pouvait faire était d'assumer ses décisions au lieu de s'attendre à ce que je la sauve. Finalement, les appels et les messages ont diminué et ont finalement cessé complètement. C'était comme si tout le monde avait enfin compris que j'étais sérieux, que j'avais tourné la page, et que je n'allais pas retomber là-dedans. Et c'est alors que la vraie paix s'est installée. Ma vie me semblait calme, normale d'une manière qu'elle ne l'avait pas été depuis des années. J'avais mes routines, mes amis, mon travail. Ce n'était pas une vie luxueuse ou glamour, mais c'était la mienne, et je l'avais reconstruite à ma façon. Ce qui est drôle, c'est que j'ai recommencé à trouver le bonheur dans les petites choses, des choses que je n'avais pas remarquées quand j'étais marié. J'allais me promener, je préparais mes propres repas, je lisais des livres que je voulais lire depuis des années. La liberté était rafraîchissante, et j'ai réalisé que je n'avais besoin de la permission de personne pour vivre à ma façon. Enfin, je ne m'inquiétais plus constamment de l'approbation ou du bonheur de quelqu'un d'autre. C'était comme si j'avais reconquis ma vie, morceau par morceau. De temps en temps, je rencontrais quelqu'un qui nous connaissait tous les deux et me demandait ce qui lui était arrivé. Je répondais brièvement et changeais de sujet. Ce n'était pas que je cachais quelque chose, je ne voulais simplement pas continuer à revisiter un chapitre qui était clairement clos. Elle faisait partie de mon passé, et j'avais enfin appris à la laisser là. Quant à elle, aux dernières nouvelles, les choses n'allaient pas bien. Elle avait du mal à garder un emploi, passant de la maison de ses parents au canapé d'amis qui avaient perdu patience. Des gens à qui elle parlait à peine me contactaient de temps en temps, me disant qu'elle demandait de l'aide à quiconque voulait bien l'écouter. Certains ont même laissé entendre qu'elle espérait que je changerais d'avis, que peut-être je le regretterais et déciderais de prendre la responsabilité de l'enfant après tout. Mais cela n'allait pas arriver. J'avais investi trop d'heures et trop d'énergie à remettre ma vie sur pied pour même envisager cette possibilité. Je n'allais pas être son filet de sécurité. Je n'allais pas être le gars qui ramasse les morceaux juste parce que les choses ne s'étaient pas passées comme elle l'avait prévu. Ce chapitre était clos, et rien n'allait m'y ramener. En fin de compte, j'ai l'impression d'avoir obtenu la clôture dont j'avais besoin. Elle a fait ses choix, et maintenant elle en subissait les conséquences. Et je me sentais enfin libre. Vraiment, sincèrement libre d'une manière que je ne l'avais pas été depuis le jour où elle est partie. J'étais déterminé à ne pas laisser son ombre continuer à planer sur ma vie. J'avais tourné la page, et j'étais satisfait. Pas heureux, dans un sens dramatique, mais dans une paix tranquille et contenue. Et vous savez quoi? C'était suffisant.